Bonjour à tous, dimanche 5 avril 2020, nous en sommes au 20e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus et je continue pour vous ma lecture de mon ex, la mort et moi. Chapitre 23. En plein ciel se dessinait un nuage sombre qui me rappelait que j'allais devoir mettre un terme à des choses, avoir certaines conversations, qu'il fallait que je fasse des choses qui m'étaient plus étrangères que n'importe quoi d'autre. Le nuage ressemblait à un oiseau malfaisant qui déployait ses ailes et volait vers nous. Et l'ombre du nuage était si dense et si épaisse que je pouvais la voir se déplacer sur les maisons de notre rue et assombrir les toits, comme une vague sortie de l'inverse de la lumière. Et on sonna à la porte. Et tandis qu'on sonnait à la porte, je me rendais compte que la cuisine sentait des plats que des dames célibataires préparaient. Parce que la dame célibataire ne cuisinait pas d'escalopes, car elle sentait que ce n'était pas quelque chose pour elle. La vieille dame se préparait maintenant ce qu'elle avait connu pendant la guerre. Et elle appréciait le fait de pouvoir aujourd'hui manger de son plein gré, ce qu'elle était autrefois contrainte d'avaler pour ne pas mourir de faim, et elle le cachait en disant « Je me nourris sainement ». Des choux de Bruxelles avec du lard, cuisinés dans une casserole encore plus vieille que son propre enfant, et accompagnés de pommes de terre en robe des champs, préparées dans la même casserole, car il n'y avait qu'avec les pommes de terre en robe des champs qu'il était possible d'éplucher aussi finement la peau, la pelure comme disent les huguenots, pour que rien ne soit gâché dans les pommes de terre. Face à mon œil intérieur se dressait l'index sermonneur de ma mère. Au contraire du vieil homme, qui adorait l'escalope, car ainsi même s'il ne pouvait plus aller à la chasse, il pouvait au moins en savourer les fruits. Et je pensais à toutes ces conneries habituelles auxquelles on pense quand on sonne à la porte. J'étais content qu'on sonne à la porte, car je savais que cela me laissait un délai pour imaginer un moyen de convaincre ma mère de se joindre à notre curieux groupe en vadrouille. Et j'étais content qu'on ait encore la même sonnette qu'autrefois. Ding dang dong ding dong. Je m'arrêtai un instant pour respirer et je m'appuyai sur le plan de travail. J'observais le nuage réduit à une bande étirée dont je ne pouvais plus discerner le bout, car il avait disparu au bout du toit de notre maison. Et j'entendis ma mère se lever de table, car on sonnait déjà une deuxième fois. « Oui, oui, j'arrive, dit-elle. Ah, il y en a, je vous jure. » Elle quitta la salle à manger, avec une table dressée pour aller dans la pièce où se trouvaient ses 3 paires de chaussures pour les 3 saisons, car par souci d'économie et contre les intérêts de l'industrie de la chaussure, elle avait inventé la saison printemps. Elle ferma la porte du vestibule afin de ne pas avoir à gaspiller trop d'argent pour ramener la température de la salle à manger au degré souhaité. On ne chauffe pas le jardin ici, avait dit ma mère un bon millier de fois au cours des 18 premières années de ma vie. Je sortis de la cuisine sans confiture, je l'avais oubliée, mais j'avais la flemme de faire demi-tour et d'aller la chercher. La mort et Sophia me lancèrent un regard sévère et je leur répondis pour les rassurer. « Oui, oui, je vais y arriver, je vais lui dire après. » La voix de ma mère, devant le vestibule, commençait à s'élever. J'entendis un « Quoi ?» de ma mère, qui ne présageait rien de bon. Mais c'est pas possible, comment ça? Non, 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 là il faut que je passe un coup de fil, personne ne peut s'attendre à ça. Mais pourtant, j'ai toujours... Il y avait dans la voix de ma mère trop de mots affolés et de sensations d'être dos au mur pour que j'en supporte davantage. Nous n'étions peut-être pas le genre de famille comme dans les séries de début de soirée, où on s'aime tout le temps, on se jette au cou les uns des autres et se comprend jusqu'à l'écœurement. Mais ça ne voulait pas dire que nous n'avions pas d'antenne pour nous écouter les uns les autres, avec lesquels on aurait même pu scruter l'univers pour capter des signaux extraterrestres. Trop de questions habiles de ma mère sur ma vie dans la grande ville lointaine me l'avaient sans cesse prouvé. Je marchai jusqu'à la porte de la salle à manger, derrière laquelle se trouvait le vestibule. Je pressai mon oreille contre le bois, et j'essayai d'entendre plus distinctement ce qui s'y disait. « Il faut que je voie ce qui se passe, dis-je, et je remarquai que la mort se tortillait ici et là sur sa chaise, et que le muscle de son cou se tendait tellement qu'on pouvait voir la gorge et les tendons former un cordon épais qui disparaissait dans sa tête un peu tordue. Moi. Il faut que tu ailles faire caca ou quoi? Tu ne peux pas faire ça plus tard, quelque part ailleurs? Je n'ai absolument aucune envie d'imaginer que la mort a dans la maison de ma mère... » Et je détournai le regard sans finir ma phrase et sans que la mort arrête de se tortiller. J'ouvris la porte du vestibule et la refermai vite derrière moi, dans un geste mêlant à la fois la discrétion et le souci d'économie d'énergie qu'on m'avait enfoncé dans le crâne. Des gouttes régulières creusent la pierre, et c'est figé comme la pierre que je remarquai les yeux de ma mère. Choquée, écarquillée, les pupilles rétrécies. « Ils veulent m'enlever ma maison. Ils disent que je n'ai pas payé mes mensualités et que je n'ai pas réagi au courrier de rappel. Ils veulent tout simplement m'enlever ma maison. Je n'ai reçu aucun rappel. Ils savent qui je suis pourtant à la banque. Ils connaissent même mon numéro de compte. Mon Dieu, mon Dieu !»
cette façon reposante, typique des Allemands du Nord, qu'avait ma mère d'évoluer dans son monde, était aussi charmante que naïve. Le fait que quelqu'un de la banque connaisse de tête son numéro de compte lui avait donné jusqu'ici autant d'assurance que la certitude du temps entre l'heure de se lever et celle d'aller se coucher. Et l'impression de garder les choses en main se manifestait en outre dans la livraison du journal régional, par la même femme, au cours des 40 dernières années, par la conviction que le garage ne la roulerait jamais car elle était allée à l'école avec le propriétaire, par le sachet de légumes déjà préparé par le maraîcher le vendredi, avec tous les produits proposés ce jour-là, et par les salutations personnelles du maire quand on le croisait dans la rue. Tout ça était fini à présent. « Je suis sûre d'avoir effectué les virements. Je les ai vraiment effectués. Ça doit être un malentendu. » Et je me disais, voilà ce qui arrive quand on ouvre une porte. L'homme qui se tenait devant le seuil de la maison restait absolument muet. Il brandissait sans rien dire une feuille rose sur laquelle on pouvait lire en caractères gras « Ordre d'expulsion » et « Saisie ». Il portait déjà une signature en bas à gauche, et du côté droit, un trait épais indiquait l'endroit où ma mère était censée signer. L'homme avait les yeux à moitié baissés, sans quitter ma mère du regard. Il était concentré, avec un léger sourire sur les lèvres. « Qu'est-ce qui se passe ici, au juste » demandai-je. « Ma mère est sans doute la personne la plus scrupuleuse que je connaisse. Elle pense même encore vraiment que les banques veillent sur l'argent, » dis-je en résumant en une phrase la dernière crise économique mondiale et la psyché de ma mère. Et je pensais, pas mal du tout. L'homme à la porte tourna les yeux vers moi sans changer l'expression de son regard et laissa échapper dans un souffle. Pas tenu de répondre. « Mais » fit ma mère en tentant d'intervenir, tandis que montait en moi un mélange de peur silencieuse et de haine rugissante contre cet homme, et que celui-ci disait, toujours sur le même ton, « Le délai autorisé est arrivé à échéance. Veuillez signer, sinon je vais prévenir la police et imaginer ce que les voisins vont penser de vous. » Et il posa par terre sa valise en faux cuir avec sa serrure à 3 chiffres. « Jeune homme !» Je commençai une phrase qu'il coupa. « Je ne suis pas jeune. » Ma mère avait abandonné l'idée de parler. Elle avait l'air incroyablement vieille. La maison, c'était plus que les pièces dans lesquelles elle avait essayé de faire de moi un jeune homme raisonnable. La maison était la seule promesse qui avait tenu toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Travaille, achète et fais-toi sortir de tes 4 propres murs les pieds devant, de manière que ton enfant ait une maison et s'en achète une deuxième, et qu'à sa mort son enfant en ait à son tour une troisième. L'objectif était qu'on puisse en 8 générations vivre de la location de maisons. Et ma mère était sur le point de rompre cette ligne. La vie, dans ses propres 4 murs, s'évanouissait sous ses yeux, dans une courbe de l'absurdité à la croissance exponentielle, dont le carburant était la tristesse face au néant. Le camion de déménagement de la saisie arrive à midi. Vous feriez mieux de commencer à rassembler vos affaires. L'homme fit un pas en avant, tendit un stylo à ma mère et lui demanda encore une fois avec insistance. « Signez !» J'entendis quelqu'un poser la main sur la poignée de porte du vestibule et la baisser. Ce bruit m'était si familier que j'aurais pu reconnaître cette porte parmi des centaines. « Sophia ou la mort ?» me demandai-je, et j'aurais bien aimé les avoir tous les deux à mes côtés. Je jetai un œil curieux par-dessus mon épaule, et à l'instant où je vis la mort, où la mort m'aperçut et put voir ce que je voyais, l'espace, le temps et la réalité se transformèrent, ce qui ne peut se décrire que de cette façon. J'étais étirée tout en restant où j'étais, si bien que je savais que je n'allais pas mourir maintenant. Les murs étaient soudain en feu, feu qui ne diffusait aucune chaleur. Le bleu des flammes était comme l'eau gelée d'un glacier. Les arbres de notre jardin de devant diffusaient une vapeur brûlante et faisaient vibrer l'air. Ma mère était à côté de moi, et protégée par une bulle scintillante qui séparait sa propre réalité de cette nouvelle réalité. Je regardai de nouveau l'homme à la porte, qui se dressait à présent devant un ciel embrasé et vacillant. Il s'était penché en avant pour attraper ma mère. Il levait sa main et la tendait vers elle, sa main flamboyait de bleu. À cet instant, la mort derrière moi frappa la main de l'homme à la porte avec un bâton en flammes dont les ornements détaillés brillaient tellement à travers le feu que je pouvais les apercevoir, ce qui eut pour effet que sa peau ne scintillait plus d'une lueur bleue mais prit cependant 2 secondes une couleur sang-orangée. Des morceaux de main s'effritèrent, comme si elle n'était pas constituée de chair mais d'un mélange de marbre et de silex. Même la mort était entièrement en flammes à présent. Les yeux brûlants, il frappa l'autre si fort à la cuisse que celui-ci dut reculer pour pouvoir garder son équilibre. Un autre coup envoya pour finir l'huissier dans notre jardinier plein de vapeur et de fumée. Envahi par la douleur et la rage, il s'empara dans un cri infernal de ce que je supposais être sa valise, mais ce qui l'agrippait fermement dans sa chute à travers les airs était un bâton en feu, semblable à celui de l'homme qui venait apparemment de sauver la vie de ma mère. Bien entendu, c'était le même type qui voulait me tuer, hier matin encore. L'homme qui était entendu à présent dans notre jardin de devant glapissait, sifflait et grognait.
« Donne-la-moi, donne-la-moi » Mamor lui répondit en criant. « On vient de prendre le petit déjeuner » et il accompagnait en rythme la cadence des coups qu'il essayait d'asséner à l'autre, mais que celui-ci esquivait habilement avec son bâton et ses coudes. L'homme en flamme réussit à se reprendre et frappa la mort de toutes ses forces dans la zone qui était le centre de la douleur pour les hommes. Visiblement, il y avait aussi quelque chose de ce genre chez l'autre, car il était plié en deux par la douleur après que Mamor eut rendu le coup, et s'appuyait sur son bâton, sonné. Les deux hommes fumants se faisaient maintenant face dans d'autres jardins, qui semblaient tout droit sortis d'une représentation médiévale de l'enfer.